Merci pour vos questions courtes. Merci de nous dire à qui elles s'adressent plus précisément. Après vous être présenté. Merci. Bonjour, Marc Thoron, Écosphère. J'ai une question pour le dernier intervenant en économie forestière avec deux niveaux. D'abord, vous parlez de coûts, par exemple à un moment 12 millions, mais finalement, il n'est pas évident que ces coûts aient besoin d'être tous dépensés au même moment. C'est-à-dire que ça s'étale sur un certain nombre d'années. Donc à ce moment-là, évidemment, les chiffres, si on les voit en montant annuel, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ma deuxième question, qui est exactement sur la même présentation, est-ce que l'on doit viser obligatoirement 100% de l'habitat en état de conservation favorable? Surtout lorsque, comme dans les cas de la hêtraie Usul, on est l'un des habitats en zone continentale les plus répandus. Sur la dernière, j'aurais reprendre. Donc sur la dernière question, c'est effectivement pas une obligation. Là, c'est juste une simulation que je vous ai faite pour restaurer, pour amener le score à un niveau élevé. Mais effectivement, on n'est pas du tout tenu d'avoir 100% des habitats en bon état. D'ailleurs, alors là, une petite digression dans le domaine de l'entomologie, mais une publication maintenant qui doit dater, je crois, de 2012 ou 2015, des travaux de nos collègues belges, Maes en l'occurrence, qui ont montré que pour le damier de la Sucise, finalement, son état de conservation, ces populations, en fait, affectionnaient aussi bien, parfois des prairies en mauvais état de conservation, en tout cas jugées comme telles, que de bonnes prairies en bon état de conservation. C'était dans les Ardennes belges. Voilà, donc il n'y a pas forcément un objectif de 100% d'habitats en bon état de conservation. D'ailleurs, qu'est-ce que le bon état ? Du coup, je me demandais tout à l'heure aussi si j'ai bien compris la démonstration. Pour les besoins de la démonstration, vous avez parlé de 30 points de gain sur l'échelle. Vous avez forcé le trait, si je puis dire. Tous les milieux ne sont pas exactement à 40 points et avec un objectif de 70, on est bien d'accord. Il y a toute une gradation derrière ça aussi. Question suivante, quelqu'un s'est emparé du micro entre-temps, je pense. Non, pas encore. Alors on va vous passer un petit peu la parole devant et puis on reviendra dans le fond de la salle. On peut distribuer les micros par avance, comme ça vous permettra d'intervenir plus rapidement. Qui s'exprime le prochain? C'est ici, monsieur, allez-y. Oui, bonjour, Hubert Bodoret, de l'association Natagriwal en Belgique. On est en charge de l'encadrement du programme agro-environnemental auprès du monde agricole. Moi j'ai une question pour madame D'Adamo. Vous nous avez présenté une évaluation assez effectivement simple, entre guillemets, je dirais méthodologiquement. Je voulais poser une question, savoir quel était le degré d'appropriation par les exploitants qui sont sous contrat Natura, MAEC. Oui, alors à l'heure actuelle, ça fait donc 2 ans qu'on a mis en place ce travail-là et on a également mis en place des groupes d'éleveurs. Donc en fait, régulièrement, ils se rencontrent. Et on anime ces journées, donc on va sur le terrain, on visite les parcelles de chacun, en fait, donc c'est un système un peu de rotation. Et pour l'instant, sur tous ceux qui s'étaient engagés au début, on en a perdu 2 ou 3, mais globalement, on est plutôt très satisfait de l'appropriation de cette démarche, et même on est bluffé par certains qui au début nous disaient mes brebis mangeront jamais les pousses de ronces, ce genre de choses. Et maintenant, c'est eux qui ont gagné, par exemple, le concours Prairie Fleurie l'année dernière, et qui vont aussi de l'avant et qui, des fois, qui nous bluffent. Donc, non. Qui sont vos prochains ambassadeurs, d'ailleurs, au passage. Oui, c'est un peu ça. Donc, non, on est très satisfaits de ça, en tout cas. Merci pour cette question, pour cette réponse courte et circonstanciée. Oui. Question suivante. Alors oui, il y a effectivement une autre personne qui avait un micro. Voilà, merci de vous présenter. Merci. Baptiste Montesino du projet de parc du PNR Mont Ventoux. Moi, j'avais une question également pour Pauline D'Adamo. J'en avais d'ailleurs 2, mais la première vient d'être posée. La seconde concernait les données climatiques. Je voulais savoir si ça avait été pris en compte ou si ça allait être pris en compte. Je pensais notamment à la pluviométrie, notamment qui peut avoir un impact sur la hauteur au niveau de la nanification. Alors, on n'a pas pris en compte les données météo. On s'est basé en fait sur l'expérience et la connaissance en fait des parcelles par les éleveurs. Donc, c'est vraiment eux qui nous ont indiqué aussi comment ça se passait au global. Et après, on a, en tout cas sur les nanifications, sur les espèces type brome ou avoine, c'est assez net quand ça résulte d'une pratique qui n'est pas adaptée. Quand c'est les conditions climatiques, ces espèces-là, ils sont un peu moins sujettes, donc c'est pas ce qui ressort le plus, en tout cas,
quand on va sur le terrain. Et juste pour information et pour ce que vous en savez, si vous en savez quelque chose par rapport à la situation estivale et automne de 2018, vous avez des échos sur les effets ? Non, je ne suis pas retournée sur ces parcelles. Ok, à suivre donc. Question suivante. Oui, donc Emmanuel Champion de la LPO, c'est en fait une réaction par rapport à la présentation de Damien Marrage. Je trouve très intéressant ces éléments de conclusion, de perspective, notamment sur les critères, sur comment choisir des contrats Natura 2000. Mieux vaut prévenir que guérir. On avait eu la même conclusion au séminaire Ramsar sur les zones humides il y a 3 ou 4 ans, je crois. Là, on revoit la même. Or, sur les sites, c'est vrai que c'est très important de parler de ça. Je vois notamment passer des critères de priorisation, d'attribution de contrats Natura 2000, priorisation les uns par rapport aux autres dans les régions, qui ne tiennent pas compte de ça et qui mettent en priorité la restauration des habitats maintenant, plutôt que l'entretien sur des habitats qui ont déjà été restaurés. Alors qu'on voit qu'on est justement sur des phases d'entretien qui coûtent moins cher et qui sont plus pertinentes. Donc là, je crois qu'il y a un vrai niveau d'appropriation nécessaire sur cet enjeu-là. Vous partagez l'analyse ? Oui. Ouais, mais, bon, ok. Analyse partagée, approbation de l'intervenant concerné. On va passer le micro ici, où il y avait déjà d'autres mains qui s'étaient levées. Un autre micro est en possession d'un intervenant, d'un participant. Hélène Gervais du Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne. J'ai une question pour Damien Marrage. Dans la comparaison du coût des paiements des services environnementaux, est-ce que vous avez fait une comparaison avec les montants des indemnisations des contrats ? Et est-ce qu'il y a eu des surprises des contrats qui étaient moins bien indemnisés, qui finalement, où ça coûtait plus cher de remettre en place un bon état de conservation ? Et en parallèle, une dernière question qu'en découle. Donc, et en conclusion de l'étude, il y a eu un travail sur les pistes de priorisation. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur cette étude pour revoir éventuellement les montants des contrats dans le cadre d'une prochaine programmation, ou c'est pas d'actualité ? On n'a pas poussé l'analyse jusqu'à ce terme. Voilà. Donc voilà. J'aime bien ces réponses courtes. Ça laisse plus de temps aux participants. Voilà, monsieur. Michel Mettet, président de Réserve naturelle de France. J'avais une question à Pauline. Vous êtes un site qui bénéficie des MAE depuis 25 ans maintenant. Quel retour vous faites en matière d'évaluation, l'appréciation de l'évaluation d'un point de vue agricole et d'un point de vue biodiversité ? Vaste question. Non, parce que le problème, c'est que quand il y a eu les premières mesures agro-environnementales, surtout les premières, il y avait le souci d'évaluation. Or, vous parlez d'évaluation nouvelle et on a l'impression qu'il n'y a pas d'emboîtement d'évaluation. Alors, il peut y avoir peut-être une amélioration, mais quel suivi il y a ? En gros, est-ce qu'il y a toujours autant d'agriculteurs, autant d'animaux, autant d'activités agricoles et autant de biodiversité ? Alors là, sur le site que j'ai présenté, c'est un site qui a été désigné en 2009 en fait. Donc il a fait partie en fait en 2016 de sa première campagne MAE, si je dis pas de bêtises. À l'époque, c'est pas moi qui l'animais. Donc j'ai pas forcément de réponse en fait à votre question là tout de suite. Mais par contre, je peux creuser et vous la fournir a posteriori. L'aspect historique de l'évaluation est très important. Oui, en tout cas sur ce site-là, pour cette campagne MAE, il n'y avait rien d'antérieur, donc on partait vraiment de zéro. Je me fais votre porte-parole puisque vous n'aviez plus le micro. Vous insistez sur la nécessité de suivre les aspects historiques et notamment dans la durée. En tout cas, vous avez beaucoup de devoirs de vacances là, hein, si je comprends bien, pour pouvoir répondre la prochaine fois à ces questions. Question suivante. Je ne sais pas où se trouve le micro. Si vous voulez bien lever la main, ceux qui vont s'exprimer. Merci. Oui. Bonjour, Laurent Germain de l'AFB. Moi, j'ai une remarque sur l'intégration, enfin l'adaptation à la gestion et notamment l'unique analyse des contrats Natura 2000 en forêt. C'est un petit biais quand même, ça rejoint ce que tu disais Damien, c'est-à-dire que c'est pas au contrat Natura 2000 de financer la gestion durable des forêts, toute la gestion durable des forêts. Et je pense dans l'outil Roméo, il y a plein d'autres indicateurs qui viennent, d'autres choses que Natura 2000, notamment des politiques de l'eau. Et je pense qu'on a une évolution à faire en matière de prise en compte des enjeux Natura 2000 par d'autres politiques, y compris en termes de financement. Ma question est à Damien, c'est dans le modèle économique, il y a la question du risque dans un modèle économique. Et par exemple, par rapport aux critères, faire des grandes parcelles, ça coûte moins cher. Faire des grandes parcelles, c'est aussi faire courir le risque d'une belle coupe à blanc
Et donc, comment on intègre, notamment dans un contexte de propriété forestière privée, des regroupements fonciers qui font peser aussi ce risque dans le Morvan ou ailleurs, d'une coupe à blanc derrière, et donc est-ce que vous avez fait des tentatives d'intégration du risque dans le système de dose et coût-efficacité? Ah, et ils se sont pas concertés, enfin je suppose. Merci Laurent d'avoir posé cette question. Tu sais bien qu'on en avait discuté. Oui, donc effectivement, cette question de l'incertitude dans les modèles, donc vous avez vu, hein, forcément dans chaque modèle il y a le petit sigma aléa. Elle est de 3 niveaux. Elle est de 3 niveaux. Elle est une incertitude effectivement sur les surfaces même, parce qu'on a eu des difficultés sur le terrain d'aller retrouver même la localisation précise des parcelles d'intervention. Je vous assure que ça a été une sacrée gageure. Voilà. Déjà ça, parce qu'on était sur des contrats qui, pour certains, avaient, vous avez compris, hein, on a travaillé sur au minimum, pour avoir une réponse quelque part, des habitats forestiers qui sont des écosystèmes qui fonctionnent sur le très long terme, un minimum de 6 ans. Donc c'est des contrats qui pouvaient avoir au minimum 6 ans, mais parfois plus. Hein. Voilà, donc ça, il y avait une incertitude sur les surfaces, et là, ça ne rejoint pas tout à fait ton interrogation, mais sur un propriétaire qui viendrait après des travaux tout remettre à plat, ou bien un aléa climatique qui viendrait tout remettre à plat, ça, il faut en tenir compte, on n'en a pas tenu compte dans le modèle. Voilà. Il y avait une incertitude sur le niveau de l'État. Voilà. Et enfin, une troisième source d'incertitude qui était liée aux mesures de restauration même. Puisqu'on est tombé sur certains contrats où, et ça c'est vrai que ça m'a fait un petit peu bondir tout à l'heure, je n'ai pas voulu réagir sur la forêt de Cerisy, mais on est tombé sur certains contrats où l'espèce indésirable, c'était l'épicéa commun, alors qu'on était dans de la hêtraie sapinière paissière. Mais l'objectif de ce contrat, c'était d'éliminer l'épicéa commun. Voilà. Et là aussi, sur les mesures de restauration qui ont été prises, parce que là, pour le coup, on est allé les voir, ces parcelles, hein, on les a mesurées, etc. C'était assez, de mon point de vue de forestier, c'était choquant d'éliminer de l'épicéa commun. Après, il y avait des justifications, un argumentaire, mais de prime abord, dans une hêtraie sapinière paissière de montagne, c'était choquant. Merci pour ces réponses multiples, finalement, à plusieurs questions au passage. Question suivante, qui a le micro? Merci de lever la main, qu'on puisse vous repérer. Voilà, merci de vous présenter. Oui, Magali Mulot de l'Adréal Normandie. J'avais une question pour Rémi Julien, sur l'évaluation de la reproduction des oiseaux paludicoles en roselière. Je voulais savoir plus précisément comment vous avez fait le lien entre l'évaluation de l'état des lots de roseaux et puis la reproduction des oiseaux proprement dit. Alors en fait, effectivement c'est ça la clé, c'est d'arriver à décrire les exigences écologiques de ces différentes espèces. Donc en s'appuyant sur la littérature quand il y en a, ou sur les experts en région, donc en ayant des groupes de travail, notamment pour l'exemple du diamètre. Ça c'est sur la biblio notamment qu'on sait que la rousserolle turdoïde ou le blanc-josselin, de par elles ont besoin de postes de champ, ils vont se mettre du coup en hauteur, donc il faut des tiges plutôt de gros diamètre, l'implantation des nids aussi, et le déplacement des oiseaux, donc ça c'est un exemple. Les densités, ça peut être en lien avec les besoins de ces espèces qu'elles ont pour s'isoler de la prédation aérienne, donc c'est toutes ces notions là d'exigence écologique. Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question. Mais c'est en essayant de décrire ça le plus précisément possible pour ces différentes espèces et en y associant les valeurs seuil, quoi. Donc vous avez pu documenter tout ça au fur et à mesure, au fur et à mesure en tout cas avant d'entreprendre l'étude, quoi. Et la clé c'est vraiment que cette grille de référence puisse être évolutive. Avec si on a des nouvelles connaissances, données, oui, ça peut évoluer aussi. Ok, merci beaucoup. Question suivante, quelqu'un d'autre a un micro ? Oui, c'est bon. Devant, parfait. Xavier Gate, question à Mario et Stéphanie. On voit bien que vous avez présenté des indicateurs qui sont simples, pas simplistes, mais simples à mettre en œuvre.
Et donc testé sur des sites Natura 2000 ou ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui il y a des demandes d'autres acteurs pour utiliser ce type d'indicateur-là, qui était au départ plutôt lié à des espaces qui étaient gérés ou protégés? Est-ce qu'il y a déjà ces demandes-là, ou est-ce que finalement il faut aller vers ces acteurs-là pour leur proposer des méthodes qui paraissent finalement assez faciles à mettre en œuvre? Ça me permet de parler du Forum des gestionnaires année 2013, puisqu'on avait présenté à l'époque un guide joliment illustré qui répondait à une demande du département de l'Hérault. Et en fait, la gestion des espaces naturels sensibles par certains départements dans notre région, ils sont intéressés par ce genre de démarche en fait, qui leur permet en interne de faire une évaluation de l'impact de leur gestion sans faire appel à nous, structures autres dites expertes ou quoi. Donc il y a une demande parfois. Ce que je peux constater dans les différentes formations que j'accompagne, c'est qu'il y a plein de structures différentes qui vont, type bureau d'études aussi, mais souvent ils sont liés à des méthodologies un peu officielles qui répondent à un cadre national. Donc tant que ce n'est pas intégré de façon plus officielle, ça sera un peu appliqué. Pour compléter la Stéphanie, réponse, oui, pour les indicateurs donc Méo issus de la boîte à outils Roméo, oui, les demandes commencent à même arriver directement à moi, de communautés de communes par exemple, qui sont en cours de gestion ou des planifications de travaux, etc., dans des milieux humides et qui veulent pouvoir utiliser cette méthode. En Rhône-Méditerranée, l'utilisation de la boîte à outils s'adresse à un grand nombre d'acteurs. C'est pas seulement sur des sites gérés à visée conservatoire que cela s'adresse, puisque c'est une demande aussi de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse que ces outils soient utilisés. Donc via ce qui se passe en ce moment au niveau national, cette validation des remontées de données, sécurisation des données, validation des protocoles dans leur forme actuelle, on va dire, parce que les gestionnaires, on les connaît, ils aiment bien retoucher les protocoles, les adapter à leur contexte. Mais dans une démarche nationale, c'est vrai qu'on a besoin d'un tronc commun, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Il va y avoir un courrier envoyé du ministère co-signé avec l'Agence française pour la biodiversité, incitant les structures publiques, les institutions telles que les agences de l'eau notamment, qui financent des travaux en milieu humide, d'avoir des suivis associés à ces gestions intégratives de ces milieux, qu'il y ait au moins une base de réponse Roméo à ces suivis. Merci pour ces précisions. Je ne sais pas si quelqu'un voulait ajouter quelque chose. Un autre participant ou participante est en possession d'un micro. Merci de lever la main pour qu'on puisse vous regarder dans les yeux. Voilà, parfait. Nathalie Lamande de la DREAL Occitanie. C'est une remarque par rapport à la présentation de Damien, et ça va aussi en lien avec la réflexion d'Emmanuel sur la priorisation des contrats, puisqu'on est en train de mettre en place aussi une priorisation des enjeux de conservation, aussi des mesures de gestion à mettre en place sur les sites Natura 2000. Et ce serait de la réflexion de se dire on n'intervient que sur des habitats en bon état de conservation parce que ça va nous coûter moins cher, donc c'est forcément applicable dans les habitats forestiers, mais aussi, je pense, applicable à l'ensemble des autres habitats. Oui. Si on pousse le bouchon jusqu'au bout, est-ce que ça veut dire qu'on n'interviendra pas sur les habitats en mauvais état de conservation parce que ça va coûter trop cher ? Parce que c'est ça, est-ce que les consignes que devraient être données à la fois par le ministère ou aussi par le muséum, est-ce qu'on pourra aller jusqu'à dire on n'interviendra pas sur ces habitats parce qu'ils sont en mauvais état de conservation et parce que la restauration va coûter trop cher? On revient sur vos priorités, dernière diapo. Alors tu n'es pas sans savoir que je suis aussi dans un service déconcentré du ministère, dans une DREAL, donc, et que nous avons ici nos responsables de bureau. Donc je suis très gêné de répondre à cette question. Tu comprends mon embarras. Il faut quand même simplement, il ne s'agit que d'un échantillonnage de quelques contrats. Hein, d'accord ? On n'a pas pu
travaillé sur les 99 contrats, d'abord, hein, du précédent PDRH de 2007. Voilà, c'est un modèle qui semble robuste, enfin voilà, bon, bien. Mais de là, si on a envie de mettre plus d'argent pour restaurer les écosystèmes forestiers, moi, ça ne me dérange pas, hein, honnêtement. Ça ne me dérange pas. Après, c'est tout. C'est que on sait, voilà, par contre, on sait combien ça va coûter. C'est tout. Ok, merci. Oui, juste du ministère, pour apporter un complément. En fait, l'objectif, c'est de mieux expliquer notre logique d'intervention. Je crois qu'il faut le prendre comme ça, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire on va faire ci, on ne va pas faire ça, parce que ça coûte moins cher, parce que ça a un meilleur coût-efficacité. On sait qu'on ne peut pas tout faire au moment T, et donc il faut expliquer ce qu'on fait et quels résultats on vise. La commission qui est dans la salle nous demande beaucoup d'être en capacité de faire ça. C'est très compliqué, et je pense que des méthodologies comme celle qui a été développée ici nous aident. Alors on a un travail actuellement au niveau national. On a réuni les services déconcentrés le 31 mai. On a pris du temps pour travailler avec l'UMS et l'AFB et arriver à une méthodologie, un cadre méthodologique qui traite pas seulement des espèces terrestres, mais espèces, habitats terrestres et marins. Ce cadre méthodologique est à présent validé quasiment. On va le passer au DREAL pour que ça serve effectivement après à ces travaux. Et encore une fois, pas dans un esprit où on impose une méthode, mais on regarde en fonction d'une méthodologie qui a été fondée scientifiquement, quelle logique d'intervention on a sur les différents territoires. C'est vraiment ce qui vous importe, c'est cette logique d'intervention, cette cohérence dans les actions. Et pour parler familièrement, ce type d'analyse, ce sont des biscuits pour valider un petit peu tout ça. Merci pour ce complément d'information. Y a-t-il encore une ou deux questions dans la salle? Alors que nous approchons doucement de l'heure du repas, mais vous êtes parfaitement dans les délais pour pouvoir continuer pour une ou deux questions. On va terminer là-dessus. Donc Sébastien, Étienne, une question pour Damien. À l'origine de la présentation, tu parles du rapportage qui est fait au niveau européen en donnant un état de conservation dégradé, et c'est ça qui fait qu'à la fin on arrive sur des chiffres qui sont très gros. Quel niveau de rapport, est-ce que tu peux me dire comment se fait ce rapportage et qu'est-ce qui fait qu'on arrive à un état dégradé dans ce qui est remonté? Parce que moi, ça m'interpelle depuis toujours. Alors, c'est peut-être pas forcément à toi que la question est la mieux placée, mais ça m'interpelle de faire remonter au niveau européen un état dégradé de la forêt française, alors qu'on sait très bien qu'elle est très, très diverse, et que du coup, on arrive sur des chiffres de 12 millions qui ne veulent pas dire grand-chose. J'ai pu participer à l'exercice de rapportage en 2012. On y a apporté une modeste contribution concernant la distribution sur les paramètres d'air et de surface et sur des paramètres structure et fonction, donc les paramètres EC1 et EC2 pour jargonner. Mais toute la question est, c'est le bon état, oui, mais on parle aussi du bon usage. C'est-à-dire que quand vous prenez les indicateurs de gestion durable, la forêt française, on l'utilise bien, puisqu'on récolte moins que l'accroissement, puisque la quantité de bois mort tend à augmenter dans les forêts. C'est les données de l'inventaire forestier national. On a augmenté les surfaces de réserves forestières, par exemple, aussi. Donc on a l'impression, on use bien de notre forêt française. Et puis dans le même temps, on nous dit, voilà, il y a 17% des habitats qui sont en mauvais état de conservation. Et là, c'est là qu'il faut interroger la multifonctionnalité de nos forêts. Et tout à l'heure, ça a été rappelé ce matin, également l'évaluation, non plus à l'échelle des forêts, mais à l'échelle des territoires. C'est ça qui est intéressant. Ça rejoint la remarque de M. Thoron. Tous les habitats n'ont pas forcément à être en bon état. C'est ce que j'allais dire, mais c'est un autre critère aussi. Ça dépend où se situe ces 17% aussi. C'est ça, oui, là, c'est la grande masse sur les 9 habitats. Mais... Effectivement, avec une très grande variabilité aussi d'un massif à l'autre. Après, le muséum peut compléter. Et du
Pour rebondir sur cette question, ouais. C'est pour rebondir sur cette question. Le diagramme qui a été présenté par Xavier Gate en introduction, il pointe bien le lien entre ces différentes questions. La surveillance et l'évaluation qui renvoient un message au niveau de l'Europe sur l'état de conservation des habitats qui doit se décliner, s'affiner par région biogéographique et par secteur. L'échelle de l'évaluation du site que vous êtes tous en train de présenter, c'est-à-dire j'évalue l'état de conservation et j'en fais, et donc je renvoie une question en termes de gestion, et la logique d'intervention en matière de gestion qui vient d'être appelée par Fanny, c'est-à-dire que tout ça, c'est lié. Il ne faut pas faire des processus complètement indépendants. Effectivement, c'est quand on fait de la surveillance, quand on voit du rapportage, quand on fait de l'évaluation à l'échelle du site, à l'échelle biogéographique, et quand on prend des choix de gestion, qui sont des choix de gestion, de priorité d'intervention, de logique d'intervention, c'est ça qui doit être un peu cohérent. La diapo sur la gestion adaptative, c'est ça qu'on appelle la gestion adaptative, c'est-à-dire la mise en cohérence de ces différents systèmes. Et d'en renvoyer que le message sur, indépendamment sur la surveillance et l'état de conservation, article 17 de la directive Habitat, ça ne suffit pas pour expliquer directement quel choix on va faire de gestion derrière, quoi. Donc c'est assez important de travailler sur ces différents niveaux, quoi. C'était une réaction par rapport à cette question. Je peux juste compléter. Pour moi, l'évaluation, elle est politique. Et tout ce que l'on vise ici, tout ce qu'on a pu présenter là jusqu'à présent, ça vise à identifier, à connaître, à décrire l'état de nos milieux. Mais le jugement de valeur, bon, mauvais, moyen, c'est politique. Ça doit répondre à des besoins de la société. Est-ce que on convoque à chaque fois les sciences sociales, on n'a pas enfin, il y a eu une question sur les sciences sociales tout à l'heure, on ne convoque pas assez les sciences sociales dans nos dispositifs d'évaluation. Merci pour cet échange